Mesdames et messieurs, bonsoir. Dear viewers, dear followers, good evening. Mr. Christian Pendai Koka, good evening. Good evening, Serge. I would like to start this our talk of today by asking you, how are you today? I'm all right. I'm quite fine. We are in the struggle, but resisting. As all right. people say, la luta continua. La luta continua, absolutely. Dear viewers, nous allons clôturer aujourd'hui une série documentaire que nous avons commencé il y a un peu plus de 3 mois, intitulée « La politique n'est pas une comédie ». Politique is not a comedy. Et à cette occasion, Président, vous avez décidé d'aborder un thème qui vous tient particulièrement à cœur, celui des libertés. C'est pour ça que l'intitulé de notre talk d'aujourd'hui, c'est « La liberté, notre destinée commune face aux égoïsmes ». Freedom, our common destiny in the face of selfishness. Mais nous avons institué une petite tradition dans notre talk, Président. Oui. Demandons votre ressenti par rapport à des questions d'actualité. Nous avons retenu 3 questions cette semaine. La première question porte sur une date, Président, celle du 1er octobre. Le 1er octobre 1961. Il y a 2 jours, c'était la date anniversaire de la réunification du Cameroun. I would like to ask you, Mr. President, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette date? Et comment est-ce que vous vivez ce mot de réunification aujourd'hui? Thank you very much. Thank you. Je voudrais dire merci à Konju qui est derrière la caméra et naturellement à mon assistant Hervé qui vient d'arriver parce que il doit souvent veiller si ma chemise est bien mise, et ainsi de suite. Donc, si la caméra est bien pointée, si l'éclairage est bon, parce qu'après, c'est lui qui ramasse toutes les critiques. Donc, j'espère que tout est OK. You know, this date of October 1st, 1961, is almost of a sad memory for Cameroonian because we missed really the opportunity to reunite both parts of our country in the way that should have been a kind of win-win proposal, a kind of mutually beneficial proposal. And if the 1st of October would have been a success story, I think there wouldn't have been the Anglophone crisis, the crisis in the regions of the Northwest and the Southwest. So the 1st of October for me is like the history of a missed opportunity. And that's the main reason why Cameroon is confronted with the crisis in the Northwest and the Southwest today. And that we need not to repeat this story again. We have to strive as much as we can to really resolve once for all, and in a lasting way, what we did not resolve on October 1st, 1961. And that's why we are so committed not to repeat the same mistakes that were repeated on the 1st of October 1961. And that's why we are so much committed to resolve the issue of the Anglophone regions in a lasting way, in a structural way, and in a lasting way. Thank you, Mr. President. Je voudrais rebondir sur cette question et vous demander, au-delà de la résolution politique de la crise anglophone, comment pensez-vous qu'on pense ce genre de plaie? On pense ce genre de plaie d'abord en reconnaissant que c'est une plaie, en reconnaissant que c'est quelque chose qui a été raté. Si vous ne reconnaissez pas d'abord que quelque chose a été raté, vous ne pouvez pas penser résoudre cela.
Vous vous souvenez, quand la crise a commencé à la fin de 2016, il y a des personnalités de ce régime qui ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qui ont fait le déni du problème anglophone, qui en ont fait le déni. Donc naturellement, quand ils en ont fait le déni, ils ne pouvaient pas le résoudre. Vous ne pouvez penser une plaie que quand vous reconnaissez qu'il y a une plaie. You can only heal, heal a wound if you recognize that there is a wound somewhere. If there's no wound, then there is no way to heal it. If there's no suffering, if there's no suffering of people, so why are you undertaking a process to heal it? If you don't see any frustration in a situation, if you don't see any dissatisfaction in a situation, why are you undertaking to resolve the issue? So the first thing to do is for us, all Cameroonians, to just recognize that there was a missed opportunity in 1961, that what was supposed to be a day of reunification of both parts of the countries, so that we're going to live in a very harmonious way, in a very prosperous way. We missed the point. We missed that point of history. And get committed, having realized it, and having recognized it, and having understood it, then you can undertake to clearly analyze the problem, see where were the failures, and fix it up. This is the first thing on the process. The very first thing on the process in the kind of diagnosis, first of all, when you're making your assessment, is to see that something is missing there, that it was a failure. But if you people, you're just trying to see that there's you're making a denial of the problem, it means that the problem does not exist. So I don't see how you're going to undertake to resolve a problem that you're denying. So again, when the crisis outburst at the end of 2016, you still remember some personalities making the denial of it, not saying that there is no Anglophone problem. So if someone is saying that there is no Anglophone problem, don't expect him to be part of the resolution process of it. So this is it. And that's why we always surprised to see that the same people who were making the denial of the problem, you find them today in the government, in a government which is supposed to resolve the issue. It's really strange. Merci, Président. La deuxième question d'actualité que nous voulons aborder et pour laquelle nous souhaiterons avoir votre point de vue, elle a trait à l'inauguration d'une agence de la BEAC à Igolova cette semaine. On se souvient même d'un post, d'un tweet de M. le Premier ministre qui vantait la prospérité actuelle de la région du Sud. Qu'est-ce que tout ça vous inspire, Président? Mais en fait, je suis désolé, je pense que j'en parlais déjà avec Hervé, je crois, à un moment donné. C'est ne même pas comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez ce que ce gouvernement fait. Il fait des choses juste cosmétiques. On construit un bâtiment, un immeuble, quelque part, juste pour profiter d'un marché. C'est-à-dire le marché de la construction du bâtiment. Mais pas réellement pour les populations. Parce qu'une agence de banque centrale vient quelque part, parce que la banque centrale, c'est la banque des banques. Ce qui justifie la présence d'une banque centrale quelque part, c'est quand vous avez une activité économique, n'est-ce pas? Et cette activité économique est manifestée par des industries, des marchands, des commerces, n'est-ce pas, qui vont déposer l'argent dans les banques commerciales. La banque centrale ne travaille pas avec les individus, avec les commerçants. La banque centrale va travailler avec les banques commerciales. C'est pour ça qu'on l'appelle la banque des banques. Alors, si vous avez des banques commerciales qui collectent, qui rendent service aux commerçants, aux industries, et ainsi de suite, collectent leur argent, n'est-ce pas, font des prêts à ces industries, et ainsi de suite, à certains moments, ces banques commerciales ont besoin d'aller déposer l'argent qu'ils ont collecté à la banque centrale. Parce que la monnaie d'ailleurs qu'ils ont collectée, on appelle ça monnaie de banque centrale. C'est-à-dire les billets là, c'est la banque centrale qui les émet. Donc ça c'est la monnaie de banque centrale. À certains moments, ils collectent de vieux billets et les banques commerciales ont besoin de billets neufs. Ils vont à la banque centrale pour chercher les billets neufs, n'est-ce pas? Ils peuvent souvent opérer des opérations de refinancement, c'est-à-dire les banques commerciales, elles ont fait des prêts et veulent obtenir des refinancements par rapport à leurs prêts et font toutes ces opérations-là avec la banque centrale.
peuvent chercher à eux-mêmes dans leur coffre à aller déposer leurs billets à la banque centrale. Donc, la banque, c'est ça, quand il y a une activité quelque part, c'est cette activité qui va justifier, n'est-ce pas, la présence d'une banque centrale ou d'une agence de banque centrale à cet endroit. Mais dans le cas d'espèce, vous ne voyez pas ce qui justifie cet immeuble à cet endroit. Déjà, du point de vue de la configuration de l'immeuble, la taille de l'immeuble est trop grand, même si c'était justifié. Parce qu'en fait, pour l'activité qu'il y aurait à Ebolova, n'est-ce pas, on verrait ça. Mais je vais vous dire le nombre de villes au Cameroun qui auraient mérité d'avoir une banque centrale par leurs activités. Je vous disais déjà que Konsamba, à l'époque, avait eu une agence de banque centrale dans les années 60, c'est-à-dire bien avant Bafoussam. Parce que si vous vous souvenez qu'en Konsamba, n'est-ce pas, il y avait une activité de cacao, de rôtisserie de cacao, et ainsi de suite, et il y avait beaucoup d'activités commerciales en Konsamba. Donc, je vous signale qu'il y a 60 ans, il y avait une agence de banque centrale en Konsamba, qui y est toujours. Et Konsamba était une ville prospère. Au contraire, ça a régressé. On ne devrait pas, aujourd'hui, on serait dans une situation où si Konsamba avait prospéré, telle que cette ville devait être, l'agence de banque centrale, c'est-à-dire l'immeuble, la maison qui abrite l'agence de banque centrale, aurait déjà été étendue, n'est-ce pas, aurait été remplacée par un immeuble plus important. Mais vous avez toujours le même immeuble, depuis le temps, qui est là. Ça veut dire que l'activité a en fait régressé. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, vous avez une agence à Bafoussam. Mais là aussi, vous allez voir, l'autre ville où il y a de l'activité, vraiment de l'activité, c'est Bamenda. Bamenda a une activité bien plus prospère, bien plus florissante que ce que vous trouvez à Ebolova. Donc Bamenda aurait mérité de très loin d'avoir une agence de banque centrale. On parle là d'économie. On n'a pas de sentiment par rapport à ça. On ne fait pas des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas des décisions politiques. Et Bamenda n'a pas une agence de banque centrale. Si Bamenda n'a pas une agence de banque centrale et que les populations se rendent compte que Ebolova, qui n'a pas d'activité commerciale en tant que telle, parce que je vous dis, c'est-à-dire, si vous regardez la fraction du PIB du Cameroun qui est générée dans la ville de Ebolova, il est très facile de voir que c'est une fraction vraiment minime. Mais si vous regardez la fraction du PIB qui est générée à Bamenda, vous allez voir tout de suite que Bamenda mérite 1000 fois, n'est-ce pas, d'avoir une agence de banque centrale. Qu'est-ce que vous voulez que les anglophones pensent à ce moment-là? Est-ce que ce ne sont pas des décisions de nature à nourrir encore les frustrations de nos frères anglophones, de nos frères et sœurs anglophones, bien entendu. Mais quand vous voyez que c'est un ministre, c'est le premier ministre, un anglophone, qui va faire le genre de discours qu'il a fait là-bas, à Ebolova, oubliant, n'est-ce pas, qu'en réalité, s'il avait une décision à promouvoir, ce serait que Bamenda ait une agence de banque centrale. Parce que c'est quand vous faites des décisions de cette nature où on voit que le pays est en train de s'intégrer. Le pays est en train de s'intégrer. Mais chaque fois, vous les frustrez. Et ils se disent que, mais au fond, si on avait été seul, si on n'avait pas été dans ce marché de dupes, c'est sûr que Bamenda aurait une agence de banque centrale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout le temps, vous êtes en train de leur rappeler que s'ils n'avaient pas été dans ce marché de dupes, ils seraient bien mieux portants, si je dois m'exprimer ainsi, ils seraient mieux portants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je suis sûr, vous êtes en train de leur rappeler que s'ils avaient été en dehors de cette configuration institutionnelle, je pense que vous le voyez comme moi, qu'il y aurait une route qui partirait de Buea à Bamenda. Ce n'est pas difficile à imaginer. Parce que personne n'aurait imaginé que deux capitales des régions anglophones, c'est-à-dire le sud-ouest, Buea, le nord-ouest, Bamenda, ne seraient pas, n'est-ce pas, reliés par une route bitumée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, chaque fois qu'il vous voit prendre une décision, et le plus étonnant, c'est que c'est un premier ministre anglophone qui va faire ce genre de discours à Ebolova, donnant l'impression que c'est l'immeuble qui engendre l'activité. Un immeuble n'engendre pas l'activité. Ils auraient dû faire d'autres types de décisions, d'autres conditions, des conditions par exemple de développement d'infrastructures. Pourquoi il n'est pas soucieux de développer un chemin de fer qui va jusqu'à Ebolova? Mais un chemin de fer qui va jusqu'à Ebolova, n'est-ce pas? Ça crée de l'activité.
Ça crée de l'activité, ça permet aux gens de bouger. Vous leur donnez donc maintenant cet immeuble. Quand vous avez mis cet immeuble-là en plein milieu des boulevards, ça va générer quoi? Ça a servi certainement à distribuer des rétrocommissions pour des gens qui avaient à gérer ce marché. Mais du point de vue de l'impact socio-économique sur les populations, il n'y a pas d'impact. Et je suis désolé, quand nous nous battons là, c'est toujours cela qu'on dit. Que voilà un gouvernement, voilà des institutions qui ne regardent pas les populations. Où les gens se regardent toujours le nombril. C'est quelque chose, c'est l'ADN de ces institutions. Ce n'est pas des institutions inclusives. Ça ne regarde pas les populations. Ça ne regarde pas la jeunesse. Ça ne vise pas à résoudre les problèmes des gens. Et je n'aimerais pas. Moi, j'adore les gens des boulevards. Je les connais. J'ai été là-bas. Déjà, mon ami Jacques Famendongo, si vous saviez que son village, Ngolandom, est à 10 km de là, qu'est-ce que ça va lui rapporter? L'agence de banque centrale qui est là, à Boulevard, ça va lui rapporter quoi? Rien du tout. Or, s'il y avait de l'activité, une activité commerciale, c'est ça que ça marcherait. Lui-même, il doit avoir un centre de loisirs là-bas. Ce centre de loisirs fait quoi? Il ne tourne pas. Ce centre ne peut pas tourner. Il n'aurait tourné que si c'était assuré que des infrastructures iraient vers Ebolova, dont les gens pourraient prendre le train, et prenant le train se dirait que tiens, je vais aller voir le centre touristique qui est en Ngolandom, qui est juste à 10 km de Bolova. Et c'est pour ça que je suis tout le temps en train de dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas avec eux, qu'ils ne m'en veuillent pas. Mais si on est, comme il a dit qu'il va nous inviter à m'inviter à un débat, je serai très heureux de faire ce débat, parce que ce sera un débat sur la base des indicateurs, des faits, des chiffres, ainsi de suite, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le développement des populations. Ce n'est pas notre développement à nous, non. Et c'est notamment à la jeunesse. Donner une chance à la jeunesse. Qu'est-ce que ce bâtiment? Je vous dis, on avait besoin du 5e de ce bâtiment. S'il faut une agence de banque centrale quelque part, c'est-à-dire ça suffirait largement. Parce que je sais exactement ce qu'il faut dans une agence de banque centrale pour que ça tourne, pour créer l'activité. Ce n'est pas l'agence de banque centrale là qui va créer l'activité. Il faut d'autres conditions pour créer l'activité. Et je suis étonné que le Premier ministre soit parti célébrer, c'est pas moi, un endroit où les gens sont toujours en train d'endormir les gens, où les gens sont paisibles, où les gens... C'est toujours cette espèce de zombification, où ils sont en train d'endormir les gens sont pacifiques, les gens sont paisibles, les gens sont dociles. Non. C'est même, ils se trompent même. Ils se trompent. Les gens les boules ne sont pas dociles. Moi, ils sont mes amis, je connais, ils ne sont pas dociles, ils se trompent. Ce n'est pas la peine d'être toujours là, en train d'endormir les populations, mais un jour, il faut qu'ils se méfient. Les réveils peuvent être surprenants. Les réveils peuvent être surprenants. Il ne faut pas tout le temps aller endormir les populations, leur donner de l'opium, n'est-ce pas? Leur donner de l'opium et penser qu'ils ne vont pas se réveiller. Ils se réveilleront un jour. Président, restons sur les boulevards. Restons sur cet immeuble de la BR qui a certainement coûté un bon petit paquet de milliards. Et revenons un peu à l'hôtel du Comice qui, c'est pareil, c'est un investissement, on va dire, entre guillemets de prestige, mais qui n'est pas rentable. La somme de cet argent dépensé finalement pour des investissements non rentables, si je suis votre logique, la logique que vous développez tous les jours, le financement de micro-projets, dans une ville comme Ebolova, qu'est-ce que ça aurait apporté? Mais vous dépensez ça sur les gens, vous dépensez ça sur les populations. C'est au moins 25 milliards de francs sur ces projets. Mais vous dépensez ça sur les populations et vous allez voir l'impact rapide. Mais il y a les jeunes gens là-bas et vous dépensez ça sur les jeunes gens qui veulent entreprendre des affaires. Vous dépensez ça sur la population, pas sur le béton. Mais déjà, l'hôtel du Comice que vous avez construit là, l'hôtel du Comice dont vous parlez, n'oubliez pas qu'il y a un autre hôtel qui est un hôtel privé, qui s'appelle l'hôtel Florence. Parce que moi, quand je parle des choses, j'ai toujours été à ces endroits. Quand je vous parle du Nord, j'ai été à ces endroits. Quand je vous parle du Nord-Ouest, j'ai été à ces endroits. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir les populations. Je veux voir les populations du Sud debout. Je veux voir pas un groupuscule de gens, une infime minorité de gens qui sont à l'aise, qui vivent dans l'opulence, alors que la majorité des populations du Sud vivent dans la misère. Je vais vous dire, si vous allez en Golfon, vous allez voir, je ne vous dirai même pas le village de Kissé, mais ceux qui sont de là-bas savent le village de Kissé. Vous allez voir que c'est sa seule villa qui vous fait sur tout le reste monde dans la misère. Si vous allez en Kilinzok,
Ça, je ne vous dirai pas, quelqu'un même, c'est paix à son âme. Mais il n'y a pas. Chaque fois que vous regardez les populations, vous voyez autre chose. Vous construisez autre chose. Ce n'est pas une basilique que je suis parti construire en Kérizok. Pour qui? Population de, on va dire, 500 personnes. Et le 5e est catholique. Les 4/5e sont protestants. Donc vous construisez la basilique, ça c'est pour qui? Donc chaque fois que je suis en train de vous le dire, nous ne prenons pas les décisions pour les gens. Nous prenons les décisions pour nous-mêmes. C'est-à-dire pour l'auto-célébration, pour l'auto-glorification. Je voudrais donc vous demander, vous avez construit la basilique là, en Kérizok, pour qui? Répondez-moi, vous avez construit ça pour qui? Pour les populations? Non. Parce que si vous allez là-bas maintenant, vous allez voir des gens qui habitent dans des conditions absolument déplorables. Voilà des gens, quelqu'un qui aura passé 40 ans au pouvoir, et je ne sais pas quel sera le souvenir, je répète, des populations. Je répète, des populations. C'est-à-dire changer l'état d'esprit des populations, changer le bien-être des populations, changer les conditions de vie des populations. C'est ça qui nous importe et c'est ça qui m'importe. Je peux vous assurer que ici, là, les gens, je pense que les jeunes gens du Sud qui m'entendent, qui m'écoutent, comprennent bien parfaitement ce que je suis en train de dire. Quand vous apportez, si véritablement vous pensez de développement dans un coin, dans une région, et que vous avez pensé aux populations, et notamment aux jeunes gens qui ont de l'énergie, vous faites autre chose. Vous faites, en fait, vous faites ce que je vais dire, you just going to empower them. C'est-à-dire que c'est eux que vous renforcez. Ce sont leurs capacités que vous renforcez pour faire des fermes, pour faire des champs, pour faire des industries, et ainsi de suite, pour faire les métiers de transport, les métiers du tertiaire. C'est eux que vous renforcez. Et quand vous pensez au renforcement de leurs capacités, vous créez des infrastructures à cet effet. Vous faites un autre type de développement. Vous ne faites pas des ouvrages pour célébrer votre propre gloire. Non. Parce que quand vous regardez l'hôtel Florence à Ebolova, bon, il ne tourne déjà pas à pleine capacité. Vous vous dites, celui du gouvernement là, les comices, n'est-ce pas, qui d'ailleurs a mis du temps, je ne sais même pas s'il est déjà complété, a mis beaucoup de temps. Vous voyez par quoi ça sert? Exactement comme ce qui était arrivé à l'Est. Au moment où on faisait le comice, parce que c'est ce que la SNI faisait souvent, chaque fois qu'il y avait le comice quelque part, on construisait un établissement hôtelier. Vous avez été dans le secteur, vous savez dans quelle situation se trouve aujourd'hui Mansa Hotel, à Berthois. Il y a donc un immeuble qui est là, mais il n'y a pas d'activité. Parce que, comme je dis, l'immeuble ne crée pas l'activité. L'immeuble ne crée pas l'activité, c'est autre chose, d'autres conditions qu'il faut créer. Et en plus, comme vous avez fait un régime où vous n'encouragez pas les jeunes gens à être des producteurs, vous les encouragez à être des consommateurs à travers la fonction publique. C'est-à-dire vous célébrez la fonction publique, vous célébrez les fonctionnaires. Moi, je n'ai rien contre les fonctionnaires. Au contraire, je n'ai rien contre les fonctionnaires. Si vous voulez, c'est une catégorie essentielle dans l'administration d'un pays. Mais ces mêmes fonctionnaires savent ce que je suis en train de dire. Parce que lorsque vous allez voir l'administration publique camerounaise, la déformation que je note au niveau des institutions va se répéter au niveau de l'administration camerounaise. C'est-à-dire, une petite poignée de gens confisquent tout. Le gros des fonctionnaires vit dans la misère. Une toute petite poignée de hauts responsables dans l'administration. Il ne faut pas que, souvent quand je parle de fonctionnaires, que les fonctionnaires m'en tiennent rigueur. Je connais trop bien leurs conditions. C'est-à-dire que vous avez là-bas une toute petite poignée de gens qui confisquent tout. Le gros des fonctionnaires vit dans la misère. Or, moi, je ne peux pas arriver quelque part et ne pas renforcer leur pouvoir d'achat. Renforcer leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des fonctionnaires, pour qu'ils puissent dépenser, n'est-ce pas? C'est ça qui fait la demande. Et ceux qui veulent véritablement être des entrepreneurs, qu'on leur donne les moyens, que la personne reste à l'est, ou qu'il reste au sud, qu'il reste dans le littoral, ou à l'ouest, crée de la richesse, participe à la création de richesse. Il sera bien plus heureux.
et il sera libre. Parce que je voudrais souligner, Serge, que ce n'est pas par hasard que j'ai choisi le thème de la liberté, n'est-ce pas, comme notre destinée commune. Parce que ce n'est même pas... Vous oubliez peut-être que c'est même le thème du début. C'est même le thème du début. C'est-à-dire que cette question de liberté est au centre de nos vies, de la vôtre, de celle de Concho, de celle d'Hervé. C'est au centre de nos vies. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas libre? Seuls des êtres libres sont capables de s'émanciper. Seuls des êtres libres sont capables de se développer. Je le dis en toute humilité. Et je le dis avec toute l'humilité que je peux avoir. Que c'est l'essence même de la lutte de notre mouvement, Agir Acte. Où j'ai souvent pris l'habitude de dire Agir a été créé et souvent il y a même des membres d'Agir qui ne comprennent pas, qui m'amènent sur d'autres sujets, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas compris et je suis obligé de leur envoyer, n'est-ce pas, le manifeste de départ en disant que non, Agir a été créé pour permettre à ses membres de réaliser pleinement leur potentiel créatif. Et pour réaliser pleinement leur potentiel créatif, il faut créer des conditions pour le plein exercice de leur liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le plein exercice de leur liberté. Parce que seuls des êtres libres sont capables de se développer. Et ça, c'est liberté d'entreprendre, liberté de réussir, liberté d'échouer, de recommencer, liberté de s'éduquer, liberté de croire, liberté d'aimer, liberté de s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Liberté de s'exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous m'excuserez, j'insiste là-dessus. Et je voudrais vous dire quelque chose qui m'a choqué. Peut-être vous avez la question en tête, mais je veux vous dire quelque chose qui m'a choqué. C'est que, étant donné que c'est l'essence de notre mouvement, c'est de voir que Maurice Kamto est embastillé. Aucun elder, aucune personnalité, indépendamment de nos affiliations politiques, indépendamment de nos affiliations religieuses, ne se lève pour exprimer son indignation par rapport à l'embastillement d'un individu plus grave de toute une maisonnée. Pourquoi nous faisons la politique finalement? Par contre, vous voyez sur quoi ce pays est fondé? Dès qu'on a dit qu'il y a les élections régionales où les gens voient des petits postes, des petits privilèges, vous les voyez tous sortir. Les chefs traditionnels par-ci, les leaders de partis politiques dont vous n'avez pas entendu parler depuis des années, des hommes d'affaires, des gens qui occupaient des postes, des retraités et toutes catégories confondues, vous les voyez sortir pour quelques postes qu'on leur brandit, oubliant qu'il y a un drame qui touche au fondement même de notre société, c'est-à-dire la liberté. Et j'aimerais que vous lisiez le tweet que j'ai fait ce matin. Vous voyez ce que je veux dire? Le tweet que j'ai fait ce matin. Parce que ce tweet, c'était cela. Qu'on ne peut pas prétendre apporter la démocratie à un pays dans lequel l'expression de liberté est constamment réprimée, dans lequel règne l'arbitraire, dans lequel il y a une utilisation abusive de la force contre l'expression des libertés. Et l'artiste Roméo Dika, j'ai vu un texte passer où il craint pour sa vie parce qu'il a simplement exprimé son opinion. Mais on vit dans quel pays? Et quelqu'un prétend qu'il nous a amené à la démocratie. Mais
non seulement, le plus marrant, c'est que non seulement en tant qu'individu, il faut exprimer sa liberté, mais alors ceux qui l'expriment toujours plus que tout le monde, c'est les artistes. Ils sont, je veux dire, ils sont presque l'emblème de l'expression des libertés. Si vous commencez à menacer les artistes, mais c'est très grave. Il y a un gros problème. Parce que alors c'est eux-mêmes l'emblème de l'expression des libertés. Et que Roméo en soit aujourd'hui à craindre pour sa mort. Vous voyez bien que personne ne réalise même le drame, la tragédie dans laquelle nous vivons. Et ils sont là, ils courent, parce qu'on a dit que élection régionale, vous les voyez tous courir à travers les postes, mais personne ne se dit que, mais tiens, que Roméo, un artiste, soit en train de se plaindre qu'il est menacé pour sa liberté. C'est quelque chose de très fort. Et que les gens sortent, les chefs traditionnels sortent, toutes régions confondues. Pas seulement les chefs traditionnels, ça va, mais que tous les chefs traditionnels soient pour dire que non, vous ne pouvez pas violer les libertés, c'est le fondement même de notre société. Et vous ne pouvez pas menacer Roméo Dika, c'est le fondement même de notre société. Que je vois des ministres, je ne veux même pas dire les ministres Sawa, je dis les ministres, des personnalités, toutes régions confondues, pour défendre cela. Parce que c'est essentiel. Quand vous voyez que, j'ai vu une émission l'autre jour à Equinox, de la jeune fille Bororo, dont on force le mariage à 13 ans, nous sommes en plein dans l'expression des libertés. Voilà des journalistes qui ont été obligés de se saisir de cela. Mais les ministres, les personnalités auraient dû être les premières à se dire que non. Il y a un ministère de tutelle. Mais pourtant, il y a un ministère de tutelle. Que ça ne doit pas exister. Il y a des députés dans ces... Mais bien entendu, la révolte devrait commencer par là. Qu'est-ce qu'ils font? Donc ces gens, tout ce qui les intéresse dans cette affaire, c'est les privilèges. Et c'est contre cela que nous nous battons. Voilà pourquoi nous disons que ces élections régionales ne sont pas une priorité. Mais elles ne sont pas une priorité, elles ne sont pas une urgence. Notre société a beaucoup trop de problèmes, et des problèmes existentiels, des problèmes de son essence même, des problèmes fondamentaux, pour aller nous divertir avec une élection régionale qui n'apportera aucune solution aux problèmes dont je vous parle là. Ça, c'est très important. C'est comme lorsque vous entendez parler des femmes ou des enfants qui sont réduits à l'esclavage. Vous êtes en train de toucher, n'est-ce pas, à l'essence même des libertés. Pour ceux qui vont à l'église, pour ceux qui sont croyants, qu'ils soient musulmans, mahométans ou qu'ils soient chrétiens, de ce que je sais, c'est que Jésus ou Mahomet ont célébré la liberté comme un don de Dieu. Comme un don de Dieu. J'ai beaucoup de mal à comprendre que ces gens aillent occuper les premiers sièges quand ils sont à la mosquée, ou d'autres quand ils sont dans les temples ou dans les églises, et bombent la poitrine, bombent le torse. Mais ils vont tromper, ils pensent qu'ils trompent Dieu. Ils ne trompent pas Dieu. Ils auront à se justifier. Ça ne prendra pas de temps. Ils auront à se justifier devant Dieu. Parce que ils ont en fait massacré les enfants du bon Dieu. Ils ont massacré les enfants du bon Dieu. Ils ont privé les enfants du bon Dieu de la liberté que Dieu même leur a donnée. Et cela est très important. C'est pour ça que, tu m'excuses d'avoir été long, la question de liberté se trouve au cœur de la problématique d'agir. C'est effectivement la question centrale, Président. Vous avez mentionné tout à l'heure dans cette réponse les choses traditionnelles. And I was trying I wanted to ask you another question, sir. Exercising freedom is a challenging exercise, generally speaking, in Africa, and mostly in countries like ours, Cameroon. Mm-hmm. According to you, is there a logical link between this fact and the traditional structure of our society? We still have chiefdoms, kingdoms. We see everyday people fighting for notabilities in their villages. How can we deconstruct this mentality? Comment est-ce qu'on peut déconstruire cette mentalité qui tend à faire en sorte que nous restions attachés finalement à la féodalité, qui est un frein à l'expression de nos libertés? The only way, because it's about a mindset,
You know, what you're touching there, what you're touching on there is about feudalities. It's only in feudalities that you can see people just attached to the status quo. When we're talking about the idea of republic, we're talking about, you know, permanent process of questioning yourself. In a republic, you are in a permanent quest, you know, in a permanent challenge of the status quo. When we are in a kind of kingdom, you know, your birth is your destiny. You see what I mean? In a kingdom, in any feudality, your birth is your destiny. And this idea that your birth is your destiny in a feudality is radically opposite to the idea of republic. If in a feudality, if your father was a locksmith, you will be a locksmith, and your children will be a locksmith. You understand what I mean? So this is it. If, for instance, you don't change your status quo, there is no way you can scale up. There's no way you can scale up in a social scale. There's no way you can scale up in a social scale. You cannot change your status quo in any kind of feudality. And that's why when we are talking about progress in any progressive move, like, you know, when people are making revolution, it happened in China, it happened in India, but before China and India, it happened in Europe. They have to change. They have to get rid of the feudal states, you know, kind of suppressing kingdoms. Empire disappear, empire and emperors disappears in China. Maharaja and Raja disappear in India, you know. Kings disappear in Italy, in France, in Bulgaria, in Hungary, everywhere, in Poland, and so on and so forth. So this kind of feudal state has to disappear, because the feudal states go with a mindset. And the mindset is that you will only see the chiefs, and you can see it now, fighting for privileges. That's why oftentimes you don't see the chiefs, the traditional chiefs, fighting for the interests of the people. You don't find them getting out, voicing out their concerns when someone like my brother and friend, Maurice Kamto, is embastinated or encapsulated the way his family is and himself in his house. You did not see them there. You did not see them coming out to voice out their concern, and their indignity cannot match. And it's only what's strange that you see someone trying to force the coexistence of two concepts that are really opposite without having discussed the issue, at least to come to a kind of trade-off. At least to come to a kind of trade-off. Because in any country where chiefdom or this kind of royalties and this kind of thing has been saved, because in some other places they get, you know, debarrass of them, they get rid of them radically. But in some other places where you can even see some kind of honorific title, you know, they came to a trade-off. So you don't see the trade-off being discussed over here. Now you're seeing people calling themselves chief doctor, professor. You can see, they got it all. You see the majesty of the republic. Normally you see majesty in a kingdom, but in the case of Cameroon, which is always strange, you see the majesty of the republic. A majesty, professor, doctor, this and such, so and so. Isn't it strange? Isn't it strange? So in the same place, you don't know now if you are in a kingdom or if you are in a republic. Isn't it strange? So we are bemused. This is a country of bemusement. This is a country of confusion. So that's why we are confused as people. We are confused as people. We are bemused as people because it's become a country of bemusement.
We cannot move. Are you moving as a feudality or are you moving as a republic? You need to make a choice. Are you part of a kingdom or are you part of a republic? You need to make a choice. So we don't know ourselves and we don't know exactly who we are, and where we want to go and what we want to achieve. But at the same time, the whole world is kind of progressing at a high speed, leaving us behind. Because in this world, if you remain kind of immobile, some other people will just advance and you will regress. And this is the stage where we are finding ourselves today. I'm sorry. I'm not saying it for me, I'm saying it for Cameroon. And for the young Cameroonian, the youth of tomorrow, the youth of today and tomorrow. We need to resolve this issue. Thank you, Mr. President. Au cœur de l'action d'agir, vous parlez de liberté. Liberté de penser, liberté d'agir, liberté d'entreprendre. Comment projette-t-on ces libertés dans le changement au Cameroun aujourd'hui? Et pour celui qui ne comprend pas le concept de liberté en lui-même, comment est-ce que vous le lui expliquez? Mais je vais d'abord lui expliquer ça par ce qui est en train de se passer. Que déjà, on devrait être choqué, je le répète, par l'embastillement de Maurice Kamto et sa famille. Et des manifestants. Et des manifestants, naturellement. Quand je parle de... parce que le cas de Maurice, là, alors, il est le plus... Mais je ne veux pas le singulariser dans le sens que il est extraordinaire. Mais le cas des autres, c'est la même chose. C'est-à-dire que des gens qui ont marché, c'est pour ça que je vous disais pour le tweet, qu'on ne peut pas être dans une démocratie, prétendre qu'on est dans une démocratie, et être en face de violations permanentes, de répression permanente des libertés. Les gens qui sont en prison, arrêtés, hommes et femmes, je vous dis, c'est la violation de la démocratie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de démocratie ici, c'est antinomique. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes en démocratie et arrêter les gens qui sont détenus. Je ne veux pas parler des leaders. C'est-à-dire, je ne veux pas parler de Kamto, de Fogué, des Bibou et tout ça. Non, ça, je ne veux pas. On en a parlé. Ce que je veux dire, tous ceux qui sont là sans voix, tous ceux qu'on ne voit pas, tous ceux qu'on n'entend pas, je veux parler pour eux. Parce que quand j'ai dit je ne veux pas parler de Zongan et ainsi de suite, c'est parce que c'est des gens qui sont connus. Mon frère Albin Zongan est poursuivi, il est obligé de se cacher quelque part, ainsi donc. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurais parlé des petits en bas, je pense que j'aurais parlé d'eux. Je ne peux pas, on ne peut pas. C'est l'essence même de la lutte, de l'objet d'agir. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Parce que seuls des gens libres peuvent se développer. Si vous n'êtes pas libre, je vois des commerçants là qui se vendent, qui ont beaucoup d'argent, mais tu vois qu'ils sont dans une prison mentale. Ils sont dans une prison mentale. Je ne veux pas vous faire le dessin des gens qu'on a dit milliardaires. Vous les voyez, ils sont subjugués au conseil, ils cherchent à être au conseil régional. Mais avant même le conseil régional, vous les voyez danser devant M. Biya. Vous dites, mais attendez, mais ce monsieur, il dit qu'il a l'argent. Il danse, c'est-à-dire que vous demandez, c'est quelque chose d'extraordinaire dont il n'a pas atteint la civilisation. En fait, ils ne sont pas civilisés. L'état de la civilisation, c'est pour ça que je dis, ce que vous faites là, en emprisonnant les gens qui s'expriment librement, parce que la liberté, c'est ça même l'emblème de la démocratie, c'est ça l'essence de la démocratie. Mais si vous arrêtez des gens, des jeunes gens qui s'expriment, qui ont marché pour exprimer leur opinion, si vous les arrêtez comme ça, ce n'est plus la démocratie, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie. On n'est pas civilisé. Et il faut qu'on ne m'en veuille pas. Je continue de me battre. Parce que je ne peux pas. C'est mon pays. Et je voulais
qu'on vive dans un pays civilisé, pas dans un pays de barbares. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Où les gens, simplement, quand ils ont l'argent, non, l'argent là, je vous dis, l'argent n'est pas une finalité. C'est l'homme qui a une finalité. L'homme est le moyen et la finalité. Quand je dis le moyen et la finalité, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous êtes un chef d'entreprise, vous réalisez que vous avez les machines. Vous avez dans le capital, là, vous avez les machines. Si vous n'avez pas des gens comme Hervé, vous faites quoi avec ça? Rien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la ressource humaine, vous ne faites rien avec votre machine, avec vos machines. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand vous êtes en train de travailler avec vos machines, sachez qu'il faut avoir en tête le bonheur des gens. Il faut avoir en tête le bonheur des gens, parce que si les gens ne sont pas heureux, n'est-ce pas? Sachez que vous avez raté le coche. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans les technologies d'hier, il fallait les muscles, c'est-à-dire, vous voyez, il fallait la force brute, c'est-à-dire les muscles. Hein? Ça, on va dire en anglais, brown. You need brown. Il fallait les muscles. But today, you need brains. Aujourd'hui, à l'âge de l'information, c'est le cerveau dont vous avez besoin. Donc, en fait, dans la structure de coûts, hier, dans la structure des coûts, vous trouviez parmi les pourcentages de coûts les plus importants, vous trouviez la machine et vous trouviez la machine, c'est-à-dire le capital que vous aviez mis là-dedans. Vous comprenez? Aujourd'hui, dans les technologies, ce rapport de force va s'inverser. Ce qui va être le pourcentage le plus important, c'est le personnel, c'est-à-dire le cerveau, la ressource humaine. Et je pense que si nous avons des dirigeants qui comprennent vers quoi le monde est en train d'aller, ils comprendraient que c'est la ressource humaine qui est la plus importante. Si vous comprenez que c'est la ressource humaine qui est la plus importante, comment vous pouvez emprisonner les gens et espérer que vous allez faire le développement? Vous êtes en train d'emprisonner la ressource essentielle qui constitue le développement. Comment je vais vous emprisonner? C'est-à-dire, si moi j'ai l'impression qu'on a emprisonné Serge, je veux dire que c'est-à-dire qu'on vient d'emprisonner le facteur du développement. Mais vous emprisonnez ce pourquoi vous prétendez que vous voulez faire le développement. Mais je vous dis, c'est souvent, je dis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ceux-là même pour qui vous voulez faire le développement, vous les emprisonnez. Ceux-là même qui constituent le moyen du développement, vous les emprisonnez. Vous voulez alors qu'on conclue qu'on est dans quel monde? On n'a même pas compris pourquoi on le fait. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec une matraque. Une matraque. Vous menace avec la matraque. Mais quelle est même cette sorte de police? Quelle est cette sorte de police? Quelle est cette sorte d'armée? Quelle est cette sorte de sécurité? Mais un beau jour, je vais peut-être aller voir le vieux Bangalais, je vais demander que la police là, de votre temps, elle est dépassée. On ne fait plus ça. Vous comprenez pourquoi je parle de civilisation? Le monde est aujourd'hui autre chose. Un jour, quelqu'un me dit que oui, la Chine est en train de se développer, mais la Chine, n'est-ce pas, la politique est encore là, ils ont maintenu le parti unique, le niveau de vie, mais ils ont libéralisé l'économie. Je réponds que mais c'est très bien. Mais les Chinois là, dont le niveau de vie est en train de s'améliorer, au fur et à mesure que leur niveau de vie s'améliorera, comme vous connaissez l'échelle de Maslow, les besoins primaires sont en train d'être satisfaits. Ils vont faire de plus en plus pression pour les autres libertés. Ça va de soi. Ils vont faire de plus en plus pression pour les autres libertés. Alors, nous on est là. On n'a pas le même problème que la Chine. La Chine a 1,4 milliard, 1,5 milliard d'habitants. Nous on est 30 millions maximum. Je pense qu'on devrait pouvoir jouir des libertés. Et comme c'est une conditionnalité pour se développer, on ne devrait pas avoir un type de sécurité qu'on a aujourd'hui. Si vous êtes des êtres de civilisation, vous dites que non. Vous seriez les premiers policiers à aller dire à votre chef que non, on ne peut pas laisser des gens dormir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens n'ont plus d'humanité. Mais absolument. Alors, quand ils n'ont plus d'humanité, ils sont quoi? Mais ayez le courage de le dire. Quand ils n'ont plus d'humanité, ils sont des animaux. C'est ça qu'il s'agit. Et comme nous disons que nous ne sommes pas des animaux,
dont il faut se battre pour que nous restions dans l'espèce humaine. Il faut qu'on reste absolument dans l'espèce humaine. On se comprend. On se comprend, Président. Voilà. Thank you so much, Mr. President. Comme nous vous l'annoncions au début de cet entretien, nous sommes en train de clôturer un site et nous allons ouvrir un autre dès la semaine prochaine, Président. Et vous avez décidé, dans le souci de bien appréhender les enjeux du changement du Cameroun, vous aviez le souci de faire comprendre aux Camerounais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Et nous avons décidé d'intituler la nouvelle série que nous allons commencer la semaine prochaine, les grands scandales économiques des septennats de M. Biya. Qu'est-ce qui peut justifier que nous les évoquions? Parce que au cours de nos discussions, vous aviez dit que nous allons passer en revue les infrastructures, les investissements qui ont été faits dans les domaines sportifs, que nous allions passer en revue les grandes entreprises, les entreprises publiques, que nous allions même voir un peu tout ce qui s'est fait comme investissement au niveau de la défense, que nous allions aborder la question du développement urbain. C'est un programme assez vaste finalement. Qu'est-ce qui justifie cette nouvelle orientation? Ce qui justifie cette orientation, Serge, c'est parce que nous connaissons finalement, il nous faut nous-mêmes restituer aux générations passées ce qui s'est passé chez eux. Mais imaginez que ceux qui sont à l'étranger apprennent, quand ils apprennent dans les case studies, ils apprennent les case studies de ce qui se passe dans leur environnement. Ceux qui sont restés à l'école ici, quand ils apprennent dans les case studies, ils n'apprennent pas souvent ce qui s'est passé ici. C'est un peu, c'est-à-dire que je souhaite que notre aventure soit suffisamment, comment dirais-je, qu'elle motive même ces hommes d'affaires dont nous parlons là. Parce que si on avait vraiment des hommes d'affaires du calibre de ceux qu'on voit ailleurs, les Warren Buffett, les Bill Gates et tout, ils seraient les premiers à financer ce genre d'émissions. Pourquoi je le dis? Parce que nous devons être à même de faire une banque de cas pour que les business schools puissent donner ça aux étudiants. Voilà pourquoi le sucre, le complexe sucrier n'a pas marché. Voilà pourquoi le chantier naval n'a pas marché. Voilà pourquoi la société de riz n'a pas marché. Voilà pourquoi telle infrastructure n'a pas marché. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà pourquoi le chemin de fer, voilà pourquoi la caméra et ainsi de suite. C'est le but de cette série. Et je vous remercie de l'avoir rappelé. Merci beaucoup, Président. Nous allons prendre congé de nos followers. Nous leur rappelons que nous attendons leurs questions par nos canaux habituels, Facebook. Et nous leur donnons rendez-vous donc pour le lancement de cette nouvelle série dès le week-end prochain. Merci beaucoup pour votre patience, Président. C'est moi qui vous remercie. Je remercie les followers. Et bonne fin de week-end et à la semaine prochaine à tous nos followers. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.